Bonjour et bienvenue donc à cette première partie théorique ayant pour but de présenter le stage décodage intuitif et équilibre psychique. Alors le but de cette première partie théorique, ce sera donc de vous présenter la cartographie de l'inconscient tel que l'on peut le définir aujourd'hui avec la psychologie moderne, qui nous permettra donc de pouvoir avoir une vision plutôt globale de ce qu'est l'inconscient et de ses multiples applications. Alors si on reprend évidemment les grands auteurs, ceux qui ont mis en place en fait cette définition de l'inconscient, alors évidemment on peut très bien parler de Sigmund Freud qui a développé donc la psychanalyse, qui est un peu le père de la psychanalyse, et qui a mis en évidence justement que notre inconscient est animé par des souvenirs de notre passé qui étaient en relation évidemment avec des perturbations dans notre développement en tant qu'enfant et qui faisaient en sorte qu'évidemment on allait développer donc des pathologies ou des dynamiques perturbatrices qui sont en accord avec ce que l'on a vécu dans notre relation avec notre père et notre mère. Alors donc, la façon que Freud a développé la vision d'inconscient nous ramenait constamment à notre passé et constamment à l'idée qu'il y avait donc des blocages ou des perturbations ou des inhibitions qui avaient été vécues lors de notre enfance et qui faisaient que l'on ne parvenait pas donc à pouvoir trouver l'harmonie à l'intérieur de soi. Le but donc du travail que Freud proposait était de retourner donc à l'enfance à travers donc une forme d'analyse qui allait nous permettre donc de nous libérer de ce passé. Alors évidemment, c'est une définition très large que je vous propose. Il ne s'agit pas ici d'aborder la psychanalyse dans sa profondeur, mais de vraiment vous donner trois grandes visions de l'inconscient. Donc celle de Freud que je vais vous présenter, que moi je considère dans mon regard par rapport à la perception intuitive, comme étant associée à une perception limitative de l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient va fonctionner sur un mode répétitif. C'est-à-dire que si j'ai vécu un traumatisme quand j'étais enfant, ce traumatisme que j'ai vécu à l'âge de 8 ans, par exemple, et qui m'a amené à me sentir victime, va être répété tant et si longtemps que je ne parviendrai pas à devenir conscient de la perturbation et que je ne pourrai pas, évidemment, modifier mon comportement par rapport à cette perturbation-là. Donc, l'inconscient tel que qui est défini par Freud va vraiment nous mettre en évidence le fait qu'il y a un mode de répétition dans notre inconscient, un peu comme s'il y avait comme une perturbation qui allait se répéter, répéter, répéter sans cesse, tant et longtemps que l'on ne parvient pas donc à en devenir conscient et de pouvoir donc, évidemment, par la conscience, modifier ce comportement-là. Il y a un autre psychanalyste qui a amené un autre élément important dans la nature de l'inconscient qui s'appelle non pas Carl Gustav Jung, excusez-moi, mais Wilhelm Reich. Wilhelm Reich est arrivé avec une vision un petit peu différente de l'inconscient que Freud proposait, et il est arrivé à l'idée que l'inconscient ne se localisait pas strictement dans la conscience, donc dans le cerveau, mais qu'elle se localisait dans le corps physique également. C'est-à-dire que selon lui, nous développions des cuirasses caractérielles, c'est-à-dire que notre structure musculaire allait se développer selon certaines particularités. Encore là, ces particularités étaient en accord, évidemment, avec les types de défense que nous allions développer tout au long de notre éducation, de notre vie, pour se protéger justement de notre environnement extérieur ou dans certains cas de se protéger de notre environnement intérieur, c'est-à-dire qu'il se peut aussi qu'à l'intérieur de soi, il peut y avoir comme des énergies de perturbation qui animent notre être et que nous souhaitions contrôler. Et nous allons donc développer une musculature, une gestion de notre structure musculaire qui va empêcher ce mouvement énergétique de se produire. Tout comme évidemment, face à l'extérieur, nous allons aussi développer une structure musculaire qui va nous permettre donc de nous protéger de l'extérieur. Un exemple tout simple et très caricatural de cela, ce sont les personnes obèses qui sont très très émotionnelles et qui vont se protéger justement de l'environnement extérieur en devenant très gros, en ayant l'impression qu'en prenant une dimension corporelle plus importante, ils vont être en mesure de mieux faire face aux différents stimuli ou difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans la vie.
Alors ça serait une façon toute caricaturale de montrer en fin de compte que ce que Wilhelm Reich a tenté de démontrer, c'est que l'énergie qui circule dans notre corps est reliée au plaisir et que le plaisir, évidemment, très jeune, nous apprenons à ne pas reconnaître que nous avons droit à ce plaisir-là. Donc, on va développer évidemment comme des restrictions, des inhibitions à l'intérieur de soi, et ces inhibitions vont entraîner donc des congestions énergétiques, pourrait-on dire, dans notre corps, qui vont faire que notre structure musculaire, notre structure corporelle va se développer d'une façon plus importante dans certaines régions du corps et dans d'autres régions moins. Alors, l'idée dans ce sens-là de Wilhelm Reich était de mettre en évidence que notre structure corporelle était un reflet, en fin de compte, de certains mouvements énergétiques qui existaient dans notre corps, qui nous indiquaient où se trouvait le plus d'énergie et dans le cas où les régions sont très bien développées, et où il y a moins d'énergie, dans le cas où les régions sont beaucoup moins développées à ce moment-là. Donc ça, c'était Wilhelm Reich qui est arrivé avec cette idée-là. Et il y a également donc Carl Gustav Jung, qui est arrivé avec une autre façon de voir la psychanalyse, de voir l'inconscient, que moi j'appelle l'inconscient. Par exemple, si on vient à Wilhelm Reich, on pourrait certainement appeler cet inconscient l'inconscient psychocorporel ou l'inconscient psychécar, c'est-à-dire que Wilhelm Reich met en évidence que notre cerveau n'est pas simplement une tête, mais il est étroitement relié au corps et que l'équilibre entre le corps et la psyché, le cerveau et le corps, permet justement de favoriser une circulation optimale. Et c'est pourquoi je l'appelle l'inconscient psychécar, cette définition de l'inconscient de Wilhelm Reich. La troisième définition, donc celui de Carl Gustav Jung, met en évidence que l'inconscient ne serait pas simplement associé à des limitations ou des perturbations ou des expériences traumatisantes que l'on aurait pu vivre dans l'enfance, mais qu'il serait également relié à une forme de sagesse, une forme de capacité que notre inconscient a de nous orienter vers une forme d'évolution ou une forme d'équilibre de plus en plus importante dans notre vie. Comme si notre inconscient est en mesure de nous enseigner à évoluer, à progresser. Alors, Carl Gustav Jung avait bien mis en évidence cette notion-là, et évidemment, ce qui est intéressant dans cet inconscient-là que Carl Gustav Jung propose, c'est pour moi ce que j'appelle l'inconscient expansif, c'est-à-dire l'inconscient évolutif. Alors, on voit ici que, à travers les trois définitions que je viens de vous nommer, on reconnaît donc l'inconscient limitatif, qui va être celui qui correspond à la définition de Sigmund Freud, qui a mis en évidence donc que l'inconscient fonctionnait sur un mode de répétition et fonctionnait sur un mode de limitation aussi. C'est-à-dire que je répétais une expérience qui me limitait, qui ne me permettait pas d'être en harmonie avec moi-même. Wilhelm Reich est arrivé avec l'inconscient psychécar, qui est donc une définition où le corps, justement, que ces perturbations, ces limitations-là n'ont pas seulement une capacité de réduire notre vision du monde, mais vont également aussi avoir un impact sur notre corps, qui donc peut avoir des impacts aussi sur notre santé physique, bien évidemment, et santé énergétique, tout à fait. Et donc, Carl Gustav Jung nous proposait donc l'idée qu'à travers ce processus inconscient, il n'était pas simplement un processus de limitation, mais qu'il y avait effectivement une force évolutive en état de soi-même qui nous amenait progressivement à évoluer et à donc modifier notre regard de notre expérience de vie afin d'être en plus grande harmonie avec notre être. Si on rejoint maintenant, si on reprend un peu l'idée maintenant de la théorie ésotérique, puisque la théorie ésotérique, finalement, elle existe depuis très très longtemps, elle s'est développée à travers le chamanisme, mais elle s'est développée ensuite à travers les grandes écoles ésotériques qui existent à travers tous les pays du monde, en fait. Et si on regarde globalement cette notion que les chamans et les intuitifs ont pu développer tout au long de l'histoire humaine, on constate que cet inconscient, pour eux, est en quelque sorte, finalement, cet univers subtil que la physique quantique met de plus en plus en évidence, qu'il existerait donc un univers parallèle au nôtre. Cet univers parallèle n'est pas perceptible par les yeux nus. Il nous faut donc accéder à des outils de mesure actuellement pour pouvoir démontrer cette réalité-là. Par contre, à mon sens, à moi, par le biais de l'imaginaire, il est possible de pénétrer dans cet univers-là et de pouvoir capter ces particules qui vont plus vite que la lumière. À mon sens, à moi, par le biais de l'imaginaire, on est capable, avec un entraînement relativement simple, de pouvoir accéder à cet univers-là et donc de capter des informations qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu et qui ne sont pas perceptibles simplement par la majorité des êtres humains qui ne sont pas entraînés à cela.
Dans cet univers subtil, qu'est-ce qu'on y découvre? On y découvre évidemment que le corps physique émet une certaine énergie, une certaine lumière, et cette énergie, cette lumière-là, n'est pas étrangère à la qualité de santé que nous avons dans notre corps de chair. Le physicien Pope, dont je vous ai déjà parlé, a bien mis en évidence cette réalité que les cellules du corps émettaient une lumière très fine, très subtile, qui permettait donc de mesurer, en quelque sorte, le potentiel santé chez un individu. Alors, beaucoup d'écoles ésotériques vont nommer ça le corps éthérique, d'autres vont appeler ça le champ énergétique. Bon, c'est tous des termes qui veulent un peu dire en fait la même chose et qui mettent en évidence que nous pourrions définir qu'il existe un inconscient énergétique en quelque part, c'est-à-dire que nous ne sommes pas conscients de cette réalité-là. Pour le commun des mortels, il n'en est pas conscient, mais il n'en demeure pas moins qu'il existe une réalité énergétique qui nous informe en quelque part d'un état de santé que nous avons. Et évidemment, dans la pratique de l'écoute imaginaire, vous avez appris dans le stage de la formation de base à mettre en évidence cette réalité-là, plus particulièrement. Si nous poursuivons, nous avons ensuite, dans la tradition ésotérique, il est question d'un corps astral. Le corps astral, c'est en fait un corps sensitif, c'est un corps émotionnel. Et dans la tradition ésotérique, ce corps aurait donc une émanation un peu plus large que le champ énergétique. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le corps astral aurait des particules lumineuses encore plus rapides que celui du corps éthérique ou du champ énergétique, ce qui veut donc dire que cela nécessiterait d'être un peu plus attentif à cette réalité-là, puisque ça demande donc d'être attentif à une réalité plus subtile que celui de l'émanation énergétique, pourrait-on dire. Dans ce corps astral, la tradition dit qu'il est possible, à mesure qu'on apprivoise ce corps astral, de pouvoir voyager dans le monde psychique, dans le monde astral plutôt. Le monde astral, qu'est-ce que c'est? Dans la tradition ésotérique, on dit qu'il y a deux grands niveaux astral. Il y a le bas astral et le haut astral. Dans le bas astral, il y aurait finalement la mémoire émotionnelle humaine qui se localiserait dans cet espace-là. Il y aurait donc des énergies émotionnelles qui seraient comme ce qu'on peut appeler des formes pensées. C'est-à-dire que toute forme d'émotion que je peux générer va générer une certaine énergie. Et dans ce plan astral, il est possible d'observer ces énergies émotionnelles. Il est possible également de constater des égrégores, c'est-à-dire des émotions qu'une collectivité pourrait, par exemple, développer lors d'un événement, par exemple. Il est également possible de constater que dans cet univers émotionnel, il y a également des mémoires de tous les événements de la vie émotionnelle de tous les êtres humains habitants qui ont existé sur Terre, qui se localisent là, et également ce qu'on pourrait appeler donc des fantômes. En fait, ce sont comme des mémoires plus denses qui seraient associées donc à des êtres humains qui ont vécu dans le passé et qui sont restés très présents dans le bas astral, donc dans la charge émotionnelle, et qui ne sont pas parvenus donc à se dégager suffisamment d'émotions et qui vont rester donc très chargés émotivement parlant, et qui va faire que dans cet univers astral-là, dans le bas astral, il y aurait donc de ces charges émotionnelles qui correspondraient aux 4 premiers chakras, en fin de compte, c'est-à-dire les émotions qui seraient vraiment reliées à la sécurité, à l'aspect matériel des choses. Donc, il y aurait également des émotions associées, évidemment, donc à l'aspect affectif, donc aux relations amoureuses, etc. Des émotions qui sont reliées à des expériences émotionnelles de guerre, traumatisantes, de domination, d'être dominé et de dominer. Et il y aurait donc évidemment des émotions qui seraient toutes en relation avec la notion du service aussi, que l'on pourrait retrouver dans le bas astral. Il y aurait donc une forme de hiérarchie vibratoire à travers cet univers-là qui nous permettrait donc de constater que lorsqu'on voyage dans ce monde émotionnel-là, de ce monde astral-là, il y a donc différentes mémoires avec différentes couleurs et qui seraient toutes en relation avec donc des expériences plus primitives, plus à liaison avec la nature humaine dans le sens instinctif du terme, et qui serait donc un univers dans lequel, dans la tradition ésotérique toujours, on dit qu'il est possible de rencontrer ce qu'on appelle des entités, c'est-à-dire des énergies émotionnelles très denses, à un point tel qu'elles sont denses, qu'elles sont encore dotées d'une conscience, pourrait-on dire. Et, par exemple, une personne qui s'est suicidée n'aurait pas envie de quitter le monde terrestre, par exemple, pour diverses raisons, il chercherait à s'accrocher
à un être humain qui aurait une nature émotionnelle assez impressionnable, par exemple, et à travers ce monde astral-là, il pourrait donc se connecter avec une énergie émotionnelle d'une personne avec laquelle il y aurait une forme de résonance, lui permettant de se nourrir de cette personne-là pour préserver sa vie, pour continuer à vivre dans le monde le plus dense possible, pour effectivement essayer de vivre, même si, bon, c'est envie la vie dans le monde terrestre, hein, si c'est un suicidé, mais quand même, il peut avoir le désir de rester accroché au monde terrestre par peur, par exemple, de quitter ce monde pour accéder à d'autres niveaux de conscience. Donc le bas astral, ça sera un peu ce que je viens de vous définir, qui pourrait, et vous voyez que la définition de l'inconscient dans le monde ésotérique est une définition qui est quand même assez toughée. Si on va voir dans le haut astral maintenant, bon, on dit que dans le haut astral, ce sont des énergies de plus grande élévation émotionnelle. Donc on parle d'émotions déjà plus fines, des émotions qui sont moins vibratoirement associées à la dimension primitive de l'être humain. On parle des chakras supérieurs, donc la gorge, le chakra frontal, le chakra couronne, mais on parle donc d'émotions qui vont plus être en relation avec des aspirations, avec des volontés, des intentions plus nobles, des intentions plus humanitaires, des intentions plus spirituelles, des intentions justement plus créatives, plus inspirées d'une façon générale. Donc évidemment, quand on pénètre dans le haut astral, nous allons rencontrer des énergies émotionnelles qui ont une plus grande qualité vibratoire, avec donc des intentions plus riches, plus intéressantes. Et on dit également que dans le haut astral, nous allons retrouver également, contrairement au bas astral dans lequel on retrouve des entités qui vont vouloir se nourrir des êtres humains, dans le haut astral, on retrouverait des entités qui auraient le désir de faire élever la conscience humaine, ce qu'on appelle souvent des guides, par exemple, que l'on pourrait retrouver dans le haut astral. Alors évidemment, dans le bas astral et dans le haut astral, nous pourrions également dire que tout ce qu'on appelle les mémoires d'autres vies, hein, on n'est pas étranger dans cet univers-là. On va voir que par contre, dans la hiérarchie ésotérique, on va revenir sur ce monde des vies antérieures dans un autre plan de conscience qui est plus élevé, et je vous expliquerai pourquoi. Donc ensuite, évidemment, dans cette hiérarchie toujours ésotérique, nous abordons ensuite le corps mental. Le corps mental est toujours un corps supérieur au corps énergétique et au corps émotionnel, et donc les particules sont encore plus rapides et sont donc moins accessibles. Donc pour accéder à ce niveau de conscience-là, il nous faut être capable de percevoir cette réalité-là qui est moins accessible que les deux précédentes. Donc plus on augmente ce niveau de conscience-là, plus on accède à des niveaux de réalité qui sont normalement moins accessibles pour la majorité des êtres humains. Dans le corps mental, évidemment, on retrouve encore là un mental inférieur et un mental supérieur, et on rejoint un peu la même logique que je vous ai parlé, donc concernant le bas astral et le haut astral. Donc dans le mental inférieur, des énergies mentales de moins bonne qualité, donc des pensées qui sont moins vibratoirement élevées, et dans le mental supérieur, des pensées mentales qui sont plus élevées, bien évidemment. Alors évidemment, on rejoint encore évidemment les formes pensées et les égrégores dans le corps mental. Alors évidemment, les égrégores et les formes pensées dans le corps émotionnel vont être émotionnelles, et les égrégores et les formes pensées dans le corps mental seront davantage mentales. Donc une vibration différente, une vibration qui seront moins colorées par un discours émotionnel, mais plus coloré par un discours mental qui se rapproche quand même d'une forme d'objectivité dans la mesure du possible. Alors plus on s'élève vers le mental supérieur, plus on va constater qu'il y a une position mentale qui se rapproche d'une position de témoin. Plus on est un mental inférieur, plus on est proche évidemment d'un mental qui va donc être entre guillemets coloré en quelque sorte par une incapacité à être témoin, donc avoir une position subjective par rapport à une réalité. Alors, c'est ça un petit peu qui va se distinguer dans ce corps mental. Si on poursuit donc la hiérarchie, maintenant, on va aller voir le corps causal. Le corps causal est reconnu comme étant, en quelque sorte, le point de jonction, on pourrait dire ça comme ça, entre l'être humain que je suis et, évidemment, l'expression spirituelle de ce que je suis. L'expression spirituelle, dans la nature dans les écoles ésotériques, on reconnaît deux choses. C'est que lorsqu'on s'incarne sur Terre, on va à un moment donné quitter un niveau vibratoire d'union avec l'univers, pourrait-on dire, qui pourrait s'apparenter à ce qu'on appelle l'âme. Et l'âme va donc finalement se matérialiser dans la matière en développant une genre de coupure avec sa nature spirituelle pour accéder donc au monde de la matière. Et dans ces conditions-là,
on va donc pouvoir, à travers le corps causal, se mettre en état d'attraction, pourrait-on dire, vibratoire, avec une expérience de vie qui va nous être appropriée, à laquelle on va s'identifier. Et cette expérience de vie-là va correspondre évidemment à un bagage d'informations qui peut être associé à d'autres vies et qui vont déterminer en quelque part la raison d'être de notre existence. Un peu comme si lorsqu'on arrivait au processus d'incarnation, il y avait dans le corps causal un genre d'attraction qui s'effectuait avec des mémoires de diverses sources, de mémoires d'autres vies, avec lesquelles l'être humain que nous sommes allions devoir effectivement gérer cela. Alors évidemment, on va parler dans certains cas de karma. Le karma, évidemment, c'est relié donc à des expériences de vie qui sont associées à d'autres vies que nous aurions vécues, par exemple, et en tant qu'âme, et que nous aurions à épurer. Il y a d'autres hypothèses qui rendent les choses moins personnelles que cela et qui disent simplement que le processus d'incarnation va être en relation non pas avec des mémoires de vie que j'ai vécues en tant qu'âme, mais des mémoires de vie avec lesquelles je suis en résonance et qui ont pour objectif simplement d'épurer l'humanité d'une forme de bagage émotionnel ou karmique qui relie à la collectivité. Alors, c'est un peu les deux visions qu'on peut avoir de cela. L'important ici n'est peut-être pas d'arriver à la clarté absolue de tout cela, mais d'avoir une vision d'ensemble pour être capable de mieux comprendre ce qu'est cette fameuse cartographie de l'inconscient dont je vous parlais en début d'enseignement. Alors évidemment, donc ce processus-là va nous permettre justement donc de colérer, d'habiter notre ego à travers le corps causal. Le corps causal va entraîner donc une densification dans le corps mental, le corps émotionnel et le corps énergétique pour favoriser donc l'expression d'un corps physique qui sera un reflet, ce corps physique-là, de tout le processus subtil qui aurait été établi à travers le corps causal, le corps mental, émotionnel et énergétique. Si maintenant on cherche à parcourir un développement supérieur au-delà du corps causal, nous devons à ce moment-là constater qu'au-delà de cela, il y a comme quelque chose de plus universel. Le corps causal, c'est en quelque sorte notre porte d'entrée entre l'ego et l'âme. Et que lorsque nous quittons le corps causal, que nous accédons à des corps supérieurs, comme le corps bouddhique ou le corps atmique, qui sont les deux corps supérieurs, nous allons aborder à ce moment-là des concepts plus spirituels, plus universels, dans lesquels l'expression de notre individualité devient beaucoup moins claire, nette et précise, puisque nous faisons partie en quelque sorte d'une énergie qui est donc peut-être plus globale et qui est moins définie par exemple comme étant un individu. Alors le corps bouddhique va vraiment être en relation avec la nature amoureuse. Alors on parle souvent de la loi d'attraction. Alors si on comprend que la loi d'attraction a un certain niveau de conscience au niveau du corps bouddhique, justement, ce niveau d'attraction fonctionne selon des règles et des lois qui appartiennent à un bon Dieu, pourrait-on dire, qui dépasse largement notre connaissance. Mais on comprend évidemment que ce principe de corps bouddhique, de principe d'attraction, existe dans toutes les sphères inférieures à celui-ci, que ce soit dans le corps causal, mental, émotionnel ou énergétique, et même physique. Cette loi d'attraction existe dans toutes choses. Le corps bouddhique est en quelque sorte le gestionnaire. Le plan bouddhique est en quelque sorte le gestionnaire de cette force d'attraction qui fait que justement, il va y avoir comme une forme de regroupement énergétique qui va se faire. D'ailleurs, on dit que l'âme se définit selon certains principes qu'on pourra aborder dans des enseignements éventuels. Par exemple, dans le stage suivant, où on parle de l'aspect transpersonnel, nous pourrons aborder les 7 expressions de l'âme. Mais en fait, fondamentalement, on peut déjà dire ici qu'à travers le plan bouddhique, il y a effectivement une certaine distinction entre certaines énergies attractives et qui auront donc des principes particuliers à développer tout au long de lorsqu'ils vont s'incarner sur Terre. Et le corps atmique est le corps donc qui va mettre en évidence un petit peu cette notion de volonté, ce qu'on peut appeler la volonté spirituelle. La volonté spirituelle, c'est un peu comme l'expression divine, en quelque sorte, d'une manifestation. Et encore là, à travers ce corps bouddhique-là, on va observer qu'il y a 7 types de volontés qui peuvent se manifester dans le monde de la matière. Et ces 7 principes de volonté-là sont en relation, encore une fois, avec une âme qui a donc une certaine qualité de volonté. Alors, quand dans le Testament, on raconte justement que Jésus va dire à un moment donné que ta volonté soit faite,
met en évidence cette notion de volonté transpersonnelle. La volonté transpersonnelle est une volonté qui dépasse complètement l'être humain que nous sommes. Pourquoi sur Terre, il y a des êtres humains qui vivent des expériences de vie tout au long de leur vie qui est relativement facile, et pourquoi d'autres êtres humains ont des grandes difficultés tout au long de leur vie, comme s'ils étaient pointés du doigt, comme s'ils avaient des malchances qui leur apparaissaient vraiment, qui se présentaient tout au long de leur vie d'une façon vraiment consistante et continue. Alors souvent, on pourrait très bien dire, ben, on pourrait donner toutes sortes d'explications à cela, mais au niveau spirituel, pourrait-on dire ça comme ceci, il y a dans l'incarnation humaine, il y a des principes qui sont associés justement à une forme d'expression énergétique, je pourrais dire ça comme ceci, dans lequel cette volonté transpersonnelle va se manifester avec une intensité plus ou moins importante selon chaque être humain. Cette volonté transpersonnelle va donc imposer quelque chose qui va des fois être drastique, comme pour amener l'être humain à se développer d'une façon encore plus importante à l'intérieur d'une même vie. Comme s'il y avait quelquefois, lors de l'incarnation sur Terre, certains êtres humains qui avaient comme expérience de vie à libérer un certain nombre de charges émotionnelles, un certain nombre de charges karmiques, etc., tout au long de leur vie. Et dans ce sens-là, évidemment, c'est des vies qui vont être un peu plus difficiles, pourrait-on dire ça comme ça, que d'autres êtres humains qui auront des vies peut-être plus faciles, moins bouleversantes ou moins bousculantes. Alors voilà, quand on regarde donc cette définition de l'inconscient, vous comprenez que dans le monde ésotérique, ce qui est un alignement en fin de compte humain, lorsque l'être humain est aligné avec lui-même, c'est qu'il est capable donc de reconnaître, d'accueillir cette volonté transpersonnelle, qui est une niveau du plan atmique, de la faire descendre dans le plan bouddhique, donc de pouvoir aligner l'énergie, de la faire descendre jusqu'au corps physique, et du corps physique, de pouvoir remonter jusqu'au plan atmique. Donc, il y a comme un alignement qui va s'effectuer de haut en bas et de bas en haut, qui vont permettre justement à ce qu'il y ait une circulation d'informations qui soit la plus fluide, la plus harmonieuse qui soit. Alors, cette circulation de plus en plus fluide et harmonieuse permet à un être humain d'être constamment connecté avec la source et de pouvoir collaborer avec elle d'une façon constante et continue. C'est l'objectif que tout être humain doit avoir, et c'est ce que nous allons entreprendre dans le stage sur le psychisme, de commencer à aborder justement comment il est possible de découvrir le monde de la psyché, et de quelle façon, lors du stage suivant, nous pourrons aborder évidemment cette capacité de pouvoir connecter avec la dimension transpersonnelle. Alors c'est un peu la présentation théorique que je vais vous présenter concernant donc la cartographie de l'inconscient.